Bonjour à tous et à toutes, nouveau podcast 30 minutes avec. Aujourd'hui 30 minutes avec Didier Chauvin, écrivain et historien, spécialiste du nazisme. Didier, bonjour, merci d'avoir accepté. Comment aimeriez-vous qu'on vous présente ou comment aimeriez-vous vous présenter ? Alors bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Avant tout un historien du nazisme et de la République de Weimar également. Mes travaux sont essentiellement centrés sur toute l'histoire du nazisme, mais également sur la Shoah. D'accord. Et comment vous en êtes arrivé donc à lier l'Allemagne, le nazisme et l'écriture, en fait, l'histoire et l'écriture ? Alors, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé pratiquer. J'ai toujours également aimé l'histoire. Comme je suis un amoureux d'Allemagne à travers ses auteurs, ses philosophes, ses artistes, j'ai pu lier le tout à travers ce travail sur le nazisme, et notamment mes deux premiers ouvrages, celui consacré à Sophie Scholl, jeune résistante allemande au nazisme, puis le suivant à Jörg Elser, qui était un autre type de résistant allemand au nazisme, ont été faits pour montrer au grand public français qu'il y avait une résistance intérieure en Allemagne qui pouvait avoir différentes formes, différents aspects, suivre différentes voies, mais qu'elle existait. D'accord. Et je sais aussi que vous êtes un spécialiste, en tout cas très intéressé, très documenté sur la République de Weimar. Donc en fait, la première question, quelles étaient les principales faiblesses de la République de Weimar qui ont permis l'émergence d'un régime totalitaire ? Alors il y a tout un tas d'éléments qui les ont principales. fait que, voilà. La République de Weimar, c'était un régime, surtout par période, qui était très très instable politiquement, que fait de différentes alliances qui fonctionnaient plus ou moins bien, ce qui a entraîné donc une instabilité. Et puis c'est surtout à partir de la crise de 1929, la grande crise économique, où la République de Weimar a encaissé de plein fouet, l'Allemagne étant très dépendante des États-Unis à cette époque-là au niveau économique. La République de Weimar n'a pas su faire face, et cette instabilité politique liée à cette instabilité, à cette grande crise économique, ont permis l'émergence des partis extrêmes, que ce soit à droite avec l'extrême droite et donc la NSDAP, le parti nazi, mais également à gauche, avec un essor assez important du Parti communiste allemand, le KPD. Qui était soutenu par l'Union soviétique à l'époque, qui était voilà, tout à fait. le chef de ligne. Comment la propagande nazie a-t-elle fonctionné en fait ? Quelles étaient ses méthodes ? Alors, la propagande nazie était essentiellement dans les mains de Joseph Goebbels. C'était une propagande très, très directe. Goebbels estimait qu'il fallait avoir un message clair et bref, le répéter pour que ça infuse dans l'esprit de tout le monde. Donc ça, c'était une partie de la propagande nazie. Ensuite, il s'appuyait sur une mobilisation des masses qui était très importante, notamment au niveau de la SA, qui était très très active, et donc il y avait beaucoup de campagnes d'affichage, beaucoup de réunions de publics de rue ou dans les brasseries ou dans des petites salles. Et donc au départ, la propagande nazie s'appuyait sur ça. Après, quand le parti s'est davantage développé, ils ont possédé des journaux. Donc c'était de la propagande qui se passait aussi par la presse. Et puis après, quand le parti nazi a pu accéder au pouvoir, évidemment également par la radio. C'était un élément important, et d'ailleurs Joseph Goebbels s'exprimait très régulièrement à la radio allemande. Oui, même Hitler, enfin, je veux dire, on se rappelle Oui. Et puis l'intonation, l'espèce de jeu, on peut appeler ça un charisme, enfin, de manipulation de la foule, et le vocabulaire, les cris, la gestuelle. Et Absolument. Vous parlez tout à l'heure de masse. Moi, je me rappelle de grands meetings où des centaines de personnes en carré. Enfin, c'était vraiment une impression de force, une impression Oui. Notamment lors des différents congrès du parti à Nuremberg. Ces réunions de masse où le jour de l'accession d'Hitler au pouvoir, tous ces défilés au flambeau, c'était tiré au cordeau, c'était très très impressionnant, c'était très bien organisé. On peut dire que c'était des mises en scène cinématographiques. C'était vraiment travaillé dans le moindre détail. Absolument. Et puis il s'appuyait sur un militantisme de base qui était très très actif également.
Et est-ce qu'on peut dire que la société allemande, donc, de l'époque, a-t-elle été complice ou victime du régime nazi? Parce que, comme vous l'avez souligné, ils ont eu un soutien fort et massif, mais il y a eu aussi des résistants. Comment a évolué cette société? Alors c'est un grand débat qui a beaucoup secoué le milieu des historiens et pas seulement, et qui continue d'ailleurs de le faire. Après, c'est variable selon les personnes ou selon les types de groupes dont il est question. Mais c'est vrai qu'au départ, dès sa prise du pouvoir, Hitler a bénéficié d'un assez grand soutien populaire qui s'est accentué après la fameuse nuit des longs couteaux. Oui, c'est l'élimination des SA, c'est ça? Voilà, du printemps 1934. À partir de ce moment-là, jusqu'à la déclaration de la guerre, Hitler est quand même à l'apogée de sa popularité, de son prestige en Allemagne. On peut dire que c'était un parti ouvrier? Alors, c'est compris dans le nom. Dans le nom du parti, c'est vrai que c'est un parti qui a eu certaines luttes communes, par exemple, à certains moments au début du parti avec le Parti communiste, sur des conflits sociaux, sur des éléments ouvriers. Après, ils s'en sont éloignés. Le parti, petit à petit, s'est beaucoup éloigné de sa base ouvrière. Et il s'est rapproché des patrons. Après, on peut dire que c'était un parti finalement assez conservateur, industriel, enfin, avec de grandes sociétés, de grands noms de l'industrie allemande. Voilà. Tout ça a basculé, notamment encore, j'y reviens, au moment de la nuit des longs couteaux, puisque c'était l'espoir de la SA, qui était l'aile sociale révolutionnaire du parti nazi. C'était l'objet d'une seconde révolution. Et donc qui a été tué dans l'œuf au sein de la nuit des longs couteaux. Et c'est vrai qu'après, Hitler, qui avait déjà des contacts avec certains grands industriels, pas tous, il faut pas généraliser, toute l'industrie allemande n'était pas nécessairement derrière Adolf Hitler au début, son parti. Mais une partie, oui. Et à partir de ce moment-là, de la nuit des longs couteaux, c'est sûr que la politique intérieure du mouvement nazi bascule et peu à peu va se rapprocher effectivement des grands industriels, des financiers, des banquiers, voilà, des gens qui amenaient les moyens à la fois financiers et économiques de production, de produire pour la grandeur de l'Allemagne. Les financiers, les banquiers ont été aussi, on le sait, très approchés. Ils jouaient un rôle important dans ce financement. Alors, dès le début, Hitler et le parti nazi, à travers certaines personnalités, ont eu un soutien financier plus ou moins important. Mais tout ça s'est accentué à partir du moment où le parti nazi a accédé au pouvoir. En fait, dès que le parti nazi est arrivé au pouvoir, les liens ont été plus directs, plus nombreux. Oui, parce qu'il y avait le fait aussi que le parti nazi après était rentré au gouvernement et Hitler chancelier plus quelques ministres. Donc ce n'était plus un simple parti d'agitation de rue ou d'opposition, voilà. Voilà. Donc ils ont gagné sur cet aspect-là, même si on peut discuter de beaucoup de choses et que le débat est ouvert pour pas mal d'éléments. Quelles sont les caractéristiques du nazisme ? Qu'est-ce que, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue pratique, d'un point de vue corporatiste, d'un point de vue gouvernemental, quels sont les fondamentaux du nazisme ? Alors, le parti nazi et la politique nazie s'appuie essentiellement sur le concept de la race. Ça, c'est un élément absolument majeur dans le nazisme. Donc, inégalité des races, suprématie de la race aryenne. Voilà, c'est ça, et qui a donc débouché en plusieurs étapes sur la Shoah, par exemple. Mais c'est un élément extrêmement important dans le nazisme, c'est l'aspect de race, la communauté raciale populaire, comme disait Adolf Hitler en parlant du peuple allemand, c'est l'élément primordial. C'est l'élément moteur. Et d'autres éléments, la race, ensuite, sur quoi il s'est construit finalement ? Après, le nazisme, c'est un parti, une idéologie qui a un dogme assez mouvant.
qui peut défendre certaines théories, puis son contraire un petit peu plus tard, selon les circonstances ou selon le public à séduire, selon le discours pour séduire. Exactement. Mais l'aspect racial, lui, ne bouge pas. C'est quelque chose qui, depuis les origines jusqu'à la chute, c'est l'élément prépondérant. Est-ce qu'on peut dire que cet aspect racial aussi, alors on sait que ça a débouché sur la Shoah, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il a débouché finalement sur la tentative d'invasion de l'Union soviétique, où les Russes étaient considérés comme des sous-hommes, en plus d'agrandir le territoire du Troisième Reich? Est-ce qu'il y a aussi une base raciale du sous-homme qu'il faut dominer ou éliminer pour l'expansion vers la Russie? Absolument, oui, c'est les Lebensraum, c'est l'extension de l'Allemagne vers les territoires de l'Est, donc à commencer par la Pologne, puis ensuite sur l'Union soviétique à l'époque. Et l'aspect racial effectivement est présent dans toute cette guerre à mort entre le communisme et le nazisme. D'ailleurs, il est prévu dans les suites directes de cette invasion à l'Est, toute la partie qui va concerner le Generalplan Ost, c'est-à-dire le plan qui concerne l'Est, de la colonisation et de l'implantation de populations allemandes de souche dans ces pays, de manière à installer la race allemande selon les nazis, dans ces territoires. Il y avait un plan de colonisation, d'installation de colonies d'une partie du peuple allemand pour coloniser, pour exploiter les ressources, et pour créer une race sur un autre territoire. C'était vraiment... ça avait été travaillé. Voilà, c'était des personnes qui étaient déplacées. Alors parfois, c'était des Allemands issus de minorités qui venaient de pays où il y avait des populations allemandes minoritaires, comme en Roumanie par exemple, où ça pouvait être des Allemands de Silésie, ou voilà. Mais donc c'est un plan qui a été mis en place, mais qui a eu des difficultés à se mettre en place, parce que d'abord il y avait aussi un rejet des populations locales qui étaient expulsées de leur maison, de leur village, de leur région, pour permettre l'installation de ces colons allemands. Et c'est un plan qui a eu du mal à se mettre en place, même s'il y a eu des... Il y a eu un début de pratique, il y a eu un début de mise en place, malgré tout. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'était Mais après, avec le recul militaire, c'est un plan qui a... Oui, c'était plus compliqué. À son terme, évidemment. Et les deux personnages, on peut dire deux personnages importants du nazisme, de soutien. Vous avez parlé de Joseph Goebbels, il y a eu Himmler. Quels ont été les rôles respectifs dans l'ascension et dans la conservation du pouvoir et dans l'effort de guerre, je dirais, de Himmler et de Goebbels? Alors Goebbels, c'est l'homme de la propagande. On peut le qualifier comme ça. C'est lui qui a installé la chambre culturelle, la chambre de la culture du Reich, qui permettait de contrôler à travers différentes filiales toute la culture allemande, que ce soit au niveau littéraire, au niveau des beaux-arts, au niveau de la presse, au niveau de la radio. En fait, rien ne pouvait se faire sans cette chambre. Voilà. D'abord, si les artistes ou si les techniciens n'étaient pas affiliés à la chambre culturelle du Reich, ils ne pouvaient de toute façon plus travailler dans leur domaine, plus être publiés, ne pouvaient plus faire de films. Donc Goebbels, à travers cette chambre culturelle, et puis la propagande habituelle à travers la presse, etc., puisqu'il était le ministre de l'Éducation populaire et de la propagande, cet aspect était très important et était véritablement entièrement sous son contrôle. Et c'était quelqu'un qui était assez proche, d'Hitler. Oui, c'était un des proches d'Hitler. C'est différent. Himmler, c'était Heinrich Himmler, c'était le Reichsführer SS, c'est-à-dire le chef de la Waffen, hein. de la SS. De la SS. Voilà. Et la SS avait complètement sous sa mainmise tout ce qui concernait les camps de concentration et les camps d'extermination, donc la Shoah, qui était complètement sous la mainmise de la SS, notamment à partir de la conférence de Wannsee en janvier 1942. Donc, leur rôle était différent. L'un, c'était la force du verbe, l'autre, c'était la force du rapport de force de l'armée, des hommes, finalement. C'était, voilà. Si on peut dire. Et toute la politique raciale menée par le régime était globalement menée par la SS.
Et donc le rôle important d'Himmler à ce niveau-là, c'était que c'était quelqu'un d'incontournable. Et puis la SS, peu à peu, dans le temps, qui était un petit groupuscule à la base, qui est devenu une force armée d'ampleur massive. Qui a pris son émancipation en quelque sorte au moment de la nuit des longs couteaux. Encore, on y revient, c'était vraiment un moment important dans l'histoire interne du nazisme, la nuit des longs couteaux, et après la SS est devenue presque un État dans l'État. On peut préciser pour nos auditeurs, la nuit des longs couteaux, c'est l'élimination finalement des premiers fidèles d'Hitler. On peut en préciser les causes et les conséquences? Oui, voilà, la nuit des longs couteaux, ça marque un tournant majeur dans la ligne politique suivie par Hitler. C'est une purge sanglante. Ça constitue le point d'orgue des tensions qui agitaient le parti nazi en 1934, c'est-à-dire un peu plus d'un an après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc il y a des luttes et des rivalités entre la SA, qui est donc l'aile social-révolutionnaire du parti nazi, et la SS, et également les militaires et une partie des conservateurs. Et cette crise va déboucher sur la décapitation de la SA, dont tirent profit Himmler et Göring, notamment, puisque c'est à partir de la nuit des longs couteaux que la prédominance de la SS sur le mouvement nazi ne cesse de s'amplifier. Göring, c'était l'armée de l'air, il me semble, c'est ça? Göring, oui, il était... l'armée de l'air, c'était l'aviateur. De l'aviation. Et la nuit des longs couteaux, c'est vraiment un moment de bascule dans la politique nazie. C'est aussi la nuit des longs couteaux, ensuite qui est suivie par la mort du président Hindenburg, qui permet à Hitler de devenir Führer, c'est-à-dire à la fois chancelier et président. Et à partir de ce moment-là, les forces sur lesquelles il s'appuie sont finalement Himmler, Göring et Goebbels. Voilà, c'est ça. Et la nuit des longs couteaux permet aussi, après, au moment où Hitler devient Führer, ça lui permet d'avoir la main sur l'armée, puisque c'est le président qui a la main sur l'armée, et jusqu'alors il n'était que chancelier, si je puis dire. Donc ensuite, après la mort d'Hindenburg, il devient Führer, donc chancelier et président, et ça lui permet d'avoir la main sur l'armée, et qui suit à ce rapprochement entre Hitler et l'armée au moment de la nuit des longs couteaux, puisque l'armée voyait d'un très mauvais œil l'ascension des SA. Voilà, exactement. Donc en fait, on peut dire que il a assis son pouvoir un peu plus dans la violence et dans le sang. Par rapport à l'armée, vous dites que donc il est chef des forces armées. Ça a changé quoi pour l'armée en fait? Elle devait faire allégeance, il y avait un serment à faire pour Hitler. Comment ça se passait? C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a entraîné certains problèmes de conscience au niveau d'une certaine haute hiérarchie militaire au moment des différentes tentatives d'attentats contre Hitler qui ont été organisées par une partie de l'armée, puisqu'il y avait justement ce prêté serment de fidélité à la personne du Führer, à la personne d'Hitler donc. Et ça a entraîné certains problèmes de conscience à plusieurs militaires. Ouais. À plusieurs dignitaires de haut rang. Oui. D'ailleurs, au fil du temps, est-ce qu'on peut dire que ces militaires de haut rang ont été de plus en plus défiants et méfiants vis-à-vis d'Hitler et de sa politique, je dirais, guerrière? Absolument, c'est ça. Et puis, quand ont commencé à survenir les premiers échecs militaires, donc à partir notamment de la bataille de Stalingrad, il a commencé. C'est 1942, c'est la bascule 1942-1943, c'est une bascule. Voilà, c'est ça. Et il y a eu des tensions. Après, il y avait déjà des foyers de défiance à Hitler dans l'armée dès l'origine. Mais ça s'est accentué à partir de ce moment-là, et puis ça a débouché donc sur l'attentat. L'opération Valkyrie qui est menée sur place par le colonel Stauffenberg, dans laquelle sont impliqués énormément de hauts dignitaires de l'armée. De l'armée, et puis une grande partie de la résistance civile, à savoir à travers les cercles Beck-Goerdeler, et également le cercle de Creusot.
La société civile, l'évolution de la société civile pendant cette ascension et cette prise de pouvoir, et je dirais la guerre, elle suit finalement la même ligne que les militaires. Au début, on est pour, au début, ok, c'est l'enthousiasme, et puis au fur et à mesure, défiance et méfiance. Voilà un petit peu. Et résistance, je Hitler, dirais, et résistance plus marquée. jusqu'à la déclaration de la guerre, jusqu'à la campagne de Pologne, la campagne de France, Hitler bénéficiait globalement dans la société allemande d'un certain soutien, d'une certaine popularité. Tout ceci a commencé à s'éroder un petit peu lors des premiers conflits militaires, mais néanmoins, cette confiance était soutenue par les succès militaires. C'est quand tout a commencé à basculer. Et puis, si je peux me permettre, Didier, en fait, il y a eu, avant la déclaration de guerre, si on s'arrête à la déclaration de guerre, il y a eu aussi des succès économiques peut-être qui ont fait que la confiance envers le Führer était là. Oui, tout à fait. Retour à l'emploi, enfin voilà, la production. Voilà, notamment à travers l'effort de guerre et le réarmement et ce type de choses qui ont permis de diminuer de manière assez drastique le chômage, mais à travers cet effort de guerre. Et après, il y avait quand même, malgré ce soutien, il y avait quand même parfois certains soubresauts qui pouvaient agiter la société allemande, mais qui, rappelons-le, étaient quand même écrasés par la propagande du régime, et puis les forces de sécurité intérieure, qui étaient quand même sans pitié. La violence et du régime à travers, par exemple, la Gestapo. On peut dire qu'il y a toujours eu de la résistance, de la prise de pouvoir à la fin. Il y a toujours eu une résistance intérieure. Oui, il y a toujours eu des foyers. Alors, on ne peut pas comparer dans l'imaginaire du grand public la résistance allemande et la résistance française. C'est pas le même type de résistance. À savoir que déjà, il n'y avait pas d'accès aux armes. En Allemagne même, il n'y avait pas de maquis, tout cet imaginaire de la résistance française. En France, voilà. Et il faut savoir que c'était un autre type de résistance. C'était avant tout une résistance intellectuelle, culturelle, ou de l'espionnage. Par exemple, c'est une grande part d'espionnage à travers notamment des groupes comme ce qu'on appelle l'Orchestre Rouge, voilà, ou le Cercle de Creusot dont je parlais tout à l'heure, qui lui était un cercle intellectuel qui discutait notamment déjà de l'après-nazisme, de la société allemande qu'il souhaitait mettre en place pour l'après-nazisme. Après, ces groupes civils, notamment le cercle de Creusot, se sont joints à l'opération, à l'attentat contre Hitler, l'opération Valkyrie, puisque un certain nombre de ces membres devaient rentrer dans le gouvernement qui aurait dû être constitué après la mort d'Hitler. D'accord, ok. Et selon vous, est-ce que l'histoire de l'Allemagne nazie peut résonner avec des enjeux démocratiques et des menaces actuelles? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Est-ce qu'il y a une vigilance à avoir? Est-ce que, je dirais, l'environnement, le contexte actuel peut favoriser la résurgence, ou en tout cas le retour d'un certain type d'idéologie? Oui, il y a de toute façon toujours des leçons à tirer de l'histoire. Parce que l'histoire se répète finalement, elle n'invente jamais rien, nous non plus. Mais là, effectivement, qu'est-ce que vous verriez comme point, je dirais, de vigilance? Alors, il y a à savoir des points communs et des divergences avec les années 30, mais bon, des points communs qui sont évidents, à savoir à travers les difficultés économiques, par exemple, ce type d'enjeu, et la montée des extrêmes. Et on est frappé en France, mais pas seulement, mais notamment en France ces derniers temps aussi, par une montée de l'antisémitisme qui est assez alarmante, et sur un type d'antisémitisme qui n'est pas le même que l'antisémitisme qu'on avait pu avoir pendant, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est une autre, en quelque sorte, c'est une autre forme d'antisémitisme qui est très très liée avec les événements qui se passent en Palestine, par exemple. Ouais, qui était très contemporain. Voilà, on peut voir que la société française est traversée actuellement par une recrudescence très importante et très alarmante de l'antisémitisme. Et cet antisémitisme, donc vous
vous parliez de la race qui était à la base du nazisme. Selon vous, c'est quoi? C'est l'instabilité économique, c'est l'instabilité, la précarité de l'emploi, un combat culturel, alors en plus des conflits importés comme le conflit israélo-palestinien. Ce sont tous ces éléments qui amènent une résurgence de cet antisémitisme. Oui, moi je pense. C'est pas nécessairement une cause Unique. seule. Voilà, c'est un mélange de plusieurs facteurs. Mais il est certain que l'importation en France du conflit israélo-palestinien joue énormément dans cet antisémitisme envers notamment nos compatriotes de confession juive. Est-ce que là, on peut dire que la République de Weimar était antisémite? Est-ce que le terreau, en fait, sur lequel s'est développé, s'est agrandi Adolf Hitler, existait déjà? Oui, mais globalement, l'Europe entière, alors évidemment avec des variantes, avec des pays où cette forme était plus marquée que dans d'autres pays, bien évidemment, mais l'antisémitisme était assez foisonnant dans ces années-là. Alors, ça touchait l'Allemagne, mais pas uniquement l'Allemagne. C'était quelque chose qui pouvait se voir sous des formes importantes ailleurs, y compris en France. Quels étaient les rapports d'Hitler avec les deux autres, je dirais, les deux autres grandes figures de cette époque, Mussolini et Franco? Alors avec Mussolini, ils ont eu des rapports un peu fluctuants parfois, qui étaient basés aussi sur une sorte d'admiration, détestation réciproque, en quelque sorte. Okay. Et Hitler a d'ailleurs été très très marqué par la fin par la mort de Mussolini. De Mussolini, il voulait absolument éviter que les mêmes choses lui arrivent. Avec Franco, les rapports ont été plus distants. Oui, Franco a pris plus de recul. Il n'y avait pas d'engagement finalement. Bon, il y a la participation évidemment de la Légion Condor en 1937 nazie dans la guerre d'Espagne. Mais bon, les rapports n'étaient pas les mêmes. Et il nous reste 3 minutes 30. Oui. On pourrait en parler des heures. En quoi la mémoire du nazisme et de la Shoah a-t-elle évolué en Allemagne et en Europe ces dernières années? Comment elles ont évolué, ces deux thématiques contradictoires? L'Allemagne, dans son ensemble, a fait un travail de mémoire extrêmement important sur la Shoah, à travers des lois, notamment, par exemple, c'est un pays l'Allemagne, qui a énormément fait un retour sur son histoire et qui a avancé dans l'analyse de la Shoah, de ce qui s'était passé, de ce qu'il ne fallait pas faire, de ce qu'il fallait mettre en place pour que ça ne se reproduise pas, de la une psychanalyse en fait. Ils ont été cherchés. Exactement. Il y a des pays qui ont avancé ou avancé moins vite dans ce domaine, mais le travail qui a été fait en Allemagne sur ce thème de la Shoah globalement est à montrer un exemple. Et pour finir, en fait, quel conseil vous donneriez aux auditeurs pour éviter tout simplisme ou tout anachronisme avec cette période? Lire mes livres. L'esprit critique et lire vos livres, c'est ça? Voilà, lire mes livres. Non, mais il faut s'informer le maximum à des sources sûres. Esprit critique, parfois, information. Voilà, dans la société actuelle, on s'informe beaucoup à travers Internet et tout, ce que je peux comprendre. Il y a d'ailleurs des très très bons sites et des très bonnes informations, mais bon, il faut faire attention un peu à ce qu'on trouve. Il faut lire des livres d'historiens, plusieurs historiens, comparer, s'informer aussi à travers la presse, tout ce qui peut exister. Voilà, être réactif. Et pour vous trouver, alors pour les gens qui veulent trouver vos livres ou qui veulent savoir ce que vous écrivez ou votre actualité, vous avez un site, une page Facebook ou Instagram, sur quel réseau on peut vous trouver? Alors moi je communique essentiellement sur Facebook, donc vous avez ma page sur Facebook, Didier Chauvet,
Voilà. Après, moi, je suis édité aux éditions L'Harmattan à Paris. Mes premiers ouvrages ont été édités dans la collection Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, puis après dans la collection historique série Travaux. Voilà, vous pouvez trouver ou commander tous mes livres chez votre libraire habituel ou auprès sur Amazon, la Fnac, ce genre de site. Ok, écoutez, merci Didier. Merci à tous les auditeurs qui vont nous écouter, qui vont écouter ce podcast, qui est en fait le format de découverte de personnalité. Donc aujourd'hui, c'était 30 minutes avec Didier Chauvet, historien, écrivain, spécialiste du nazisme, et que l'on peut donc trouver sur Facebook. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Merci Didier. Merci de votre disponibilité et de ce podcast. Merci à tous. Au revoir.